Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, avec des experts ou des personnalités, nous explorons l'actualité internationale, africaine, nationale, via un prisme du Sud, à travers un regard alternatif du Maroc et du continent. Pas un seul jour ne passe sans que l'actualité n'évoque d'une manière ou d'une autre le phénomène migratoire, cette mobilité humaine qui existe depuis la nuit des temps. Et les médias que nous sommes, reflets immédiats du sens de ces flux, ont une responsabilité majeure dans le récit qui en est fait. Alors dans Alternative aujourd'hui, nous vous proposons de revenir d'abord sur cette actualité brûlante du Royaume-Uni qui décide de durcir sa politique d'asile et de ses règles migratoires avec désormais des impératifs de salaire minimum requis et des restrictions familiales. Une actualité qui pose une question, celle d'une Europe qui se ferme ou semble se fermer. Alors après Copenhague et à l'image de Paris notamment, Londres confirme-t-elle le tournant migratoire européen? Il s'agit d'un signal fort qui résonne dans le vieux continent. Que signifie ce virage aujourd'hui? Quelles sont les alternatives pour les migrants, les États, les sociétés, des sociétés meurtries par les guerres et les crises aujourd'hui? Et face aux barrières, que faire? Fuir, contourner, renoncer? Quelles sont les alternatives à la migration internationale, politique, économique, climatique aujourd'hui? Alors, outre-Atlantique, les choix sont clairs et assumés, nous le verrons. Et puis, qu'en est-il de l'Afrique ? Et de ces flux internes entre mythe et réalité, quels sont les chiffres aujourd'hui de ceux qui arrivent et qui quittent le continent et quel sens ont-ils en 2025 ? Le Maroc, lui, traditionnelle terre d'accueil, est en tant que carrefour migratoire un passage obligé et devient, pour certains, pas pour tous, une destination finale. Alors mon invité que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau est un expert en la matière, Yassine Benmortal. Bonjour. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors vous êtes spécialiste en migration, en mobilité et doctorant à l'UIR, à l'Université internationale de Rabat. On va commencer tout de suite par l'actualité brûlante. Alors après avoir annoncé un durcissement de la politique d'asile, le gouvernement britannique est allé beaucoup plus loin puisqu'il a présenté toute une refonte en fait des conditions de résidence permanente pour les étrangers qui arrivent de manière régulière. Shabana Mahmoud, qui est l'équivalent du ministre britannique de l'Intérieur au Royaume-Uni, est le visage de ce virage qui est pris par la gauche britannique en matière britannique. Shabana Mahmoud, qui, me semble-t-il, ferme la porte par laquelle elle est arrivée au Royaume-Uni. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce paradoxe, en quelque sorte ? Effectivement, Shabana Mahmoud incarne ces personnalités parce qu'en fait, me semble-t-il, elle fait plutôt partie d'une succession de personnalités plus qui lui ressemblent et qui sont issues donc de cette immigration vers le Royaume-Uni. Et donc, ce qui frappe essentiellement, et de but en blanc comme ça, c'est pas forcément le durcissement en soi, sur lequel nous allons revenir, mais qui soit porté par une femme, donc issue de l'immigration, fièrement musulmane, et qui la pratique, pratiquante, et qui l'indique clairement dans des entretiens, et qui se présente comme a child of immigrant, donc une enfant de l'immigration. Et elle porte elle-même cette réforme qui est très dure de l'asile, mais aussi de tout le volet migratoire, spécifiquement de ce qu'ils appellent les illégaux, mais je préfère plutôt parler d'irréguliers ou de non documentés dans ce cas. Donc, Shabana Mahmoud fait partie d'une série de ministres d'Intérieur ou de Homeland Secretary. On pense aussi à Priti Patel, qui l'a précédée entre 2019 et 2022, qui est elle-même issue de parents indo-ougandais. On a eu Suella Braverman entre 2022 et 2023, qui est issue de parents indiens aussi. On a eu James Cleverly, qui est une mère sierra-léonaise. Et là, maintenant, on a Shabana Mahmoud, qui est descendant de migrants pakistanais, comme je disais tout à l'heure, une musulmane pratiquante et convaincue. Donc, elle incarne une version travailliste de cette politique de dissuasion que tente de mettre en place le Royaume-Uni depuis quelques années bientôt. Donc on a cette espèce de succession de ministres, de casting établi par Downing Street, qui
ces enfants de migrants incarnent cette nouvelle dureté, non seulement britannique, mais plus largement européenne. Donc on passe plutôt d'un récit d'intégration, chose qui a été le cas pour ses parents, mais également pour elle-même, à un récit de tri. Donc, où elle le dit également dans des entretiens, nos parents sont venus légalement et les autres n'ont qu'à faire pareil. Et ils sont venus dans des conditions peut-être plus compliquées, mais ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Ce pareil-là n'existe plus et nous avons changé complètement de paradigme. Le paquet législatif et politique que propose Shabana Mahmoud, donc je rappelle fille de Zubaida et de Ahmed quand même, est de revenir sur un ensemble d'éléments clés qui... La temporalité, premièrement, si j'ose dire. Donc la protection n'est plus accordée sur 5 ans, mais elle est réduite à 2 ans et demi, soit 3 mois. Et elle est en fait sujette à une réexamination régulière. Donc aussi, l'accès à la résidence permanente britannique est également réduit. On n'est plus sur les 5 années qui prévalaient avant, mais maintenant on est sur une durée extraordinaire, si j'ose dire, de 20 ans. C'est l'un des délais les plus longs d'Europe. Il y a une réduction des droits et également une mise en avant d'une pression vis-à-vis des pays africains. Et nous allons le voir peut-être plus tard dans cette forme de diplomatie migratoire. Et peut-être un fait peut-être légèrement, si j'ose dire, anecdotique dans ce nouveau paquet Mahmoud, c'est que désormais, même les migrants arrivés dits de manière irrégulière, on peut saisir leurs biens. C'est-à-dire que s'ils arrivent avec un téléphone, déjà on peut le fouiller, un ordinateur on peut le fouiller. S'ils ont de l'or ou quelques biens de valeur qui n'a pas de lien sentimental, il peut être saisi pour en fait les loger. Ce qui est complètement aberrant, si je peux euphémiser ainsi. Donc, Shabana Mahmoud fait également cette politique dans un contexte plus large où elle doit se mettre à contrer en fait toutes les surenchères de l'autre parti conservateur, normalement tel que nommé Reform UK, est porté par Nigel Farage. Donc là, on a une politique dite de gauche qui est déjà très radicale et on n'imagine même pas ce que ça aurait pu être sous un Nigel Farage ou sous les conservateurs. Et là, on parle de plus ou moins 110 000 demandes par an qui sont concernées par ces nouvelles politiques. Alors, on peut rappeler aussi que le personnage de Shabana Mahmoud est un personnage particulier. Elle fait partie, certes, du Parti travailliste, mais du Blue Labour, qui est un peu l'aile dure du Parti travailliste. Alors, Yacine Belmokhtar, qu'est-ce que cela dit de l'Europe aujourd'hui? Vous parliez tout à l'heure de cette diplomatie migratoire ou diplomatie africaine. De toute façon, il y a un lien, puisqu'on va parler du continent africain également. Qu'est-ce que cela dit de l'Europe? Est-ce qu'il y a des pressions des voisins? Qu'est-ce que cela dit aussi du regard que le vieux continent porte sur ce phénomène de mobilité humaine? Et surtout, quel impact ça peut avoir aujourd'hui dans la région? En effet, la perspective que donne l'Europe vis-à-vis des migrations, mais également des mobilités au sens large, parce que migration, c'est plus une catégorie qui nous permet du coup de catégoriser les individus pour du coup légiférer ou apporter une politique sur ces personnes, alors que mobilité, on voit plutôt aux déplacements qui sont à différentes échelles et à différents moments. Peut-être pour répondre à votre question, je partirai du nouveau pacte d'asile et migration qui a été adopté par l'Union européenne en 2024 et qui est en fait un nouveau paquet de 10 règlements donc, qui sont conséquents et larges et qui rentrent en vigueur seulement à mi-année 2026. Donc, on va changer de régime en Europe. Donc, l'Europe dit on change de paradigme, mais en fait, on va juste mettre sur le papier toutes les pratiques un peu dispersées qui existaient et qui prévalaient dans les dernières années dans les différents pays. Donc, qu'est-ce que change ce nouveau pacte? Il change énormément de choses. Donc, il y a un premier volet, screening, qui est très important, une espèce de pré-évaluation de toutes les personnes qui vont arriver de façon dite, encore une fois, illégale, irrégulière, dans les côtes extérieures européennes, que ce soit par la terre, la mer ou via les aéroports. Donc, cette procédure de screening durera plus ou moins 7 jours, où on va vérifier les identités, prendre les données biométriques, vérifier également la situation sécuritaire, si j'ose dire, de la personne et de son profil in fine, et vérifier s'il n'a pas des soucis de santé, au cas échéant, de la soigner. Donc, ils vont collecter ces données. Et donc, au-delà de ce délai, il y a 3 orientations possibles pour la personne qui est arrivée. Donc, soit
elle est conduite vers une procédure d'asile classique, telle que ça prévalait précédemment, soit une procédure d'asile à la frontière ou une procédure carrément de retour direct au bout des 7 jours. Et ces 7 jours sont extrêmement importants parce qu'avant cela, ça prenait, ça prenait énormément d'années, je ne parle même pas de mois, ça prenait des années. Et là, on réduit cela à 7 jours pour en fait liquider, disperser et vite expédier la chose. Exactement. Donc, et là, dans ces 3 possibilités d'orientation, il y a la procédure à la frontière qui est là extrêmement aussi très intéressante à revoir. Donc à partir de 2026, pour plusieurs catégories, dont les personnes considérées comme une menace à la sécurité ou celles venant de pays dont le taux moyen de protection accordé par l'UE est moins de 20%. Par exemple, on pense à des pays tels que notre cher pays, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Bangladesh, la Turquie, le Nigeria, le Pakistan, la Colombie, le Pérou ou encore le Venezuela. C'est-à-dire que tous ces pays, leurs ressortissants, quand ils demandent l'asile auprès de l'Union européenne, leur taux de satisfaction de réponse positive est moins de 20%. Ceux-là seront déboutés automatiquement. Moins de 20%, vous avez Moins dit. de 20% sont accordés à ces pays-là. Le Maroc tourne autour, il me semble-t-il, de 7 à 8% de pays, de ressortissants marocains acceptés en asile en Europe. Donc concrètement, c'est à l'issue de cela, ces demandeurs sont orientés quasi automatiquement vers la procédure frontière et donc avec une présomption de demande dite faible ou manifestement du coup infondée. Et là, il y a un truchement juridique absolument fascinant, au-delà déjà du truchement juridique d'externalisation des frontières extérieures. Là, ils ont mis en place une espèce de zone frontalière, zone tampon, une pre-entry, pour reprendre texto le pacte. Et c'est en fait ce qui correspond à une fiction de non-entrée. Autrement dit, juridiquement, comme si la personne n'a jamais pénétré en fait l'espace européen. Ce qui fait que là, on va les priver de liberté, on va les mettre dans des centres, et à ce moment-là, on aura 12 semaines pour instruire la demande d'asile, et à l'issue de ces 12 semaines d'instruction, on aura 12 semaines pour traiter cette demande. Du coup, soit qualifier et accorder le statut, soit du coup le renvoyer chez lui ou vers un pays tiers sûr. Et là aussi, la dimension pays tiers ou pays d'origine sûr est extrêmement importante dans ce niveau-là, parce que ça remplace en fait ce qui prévalait avant, qui était Dublin 3, c'était ce qui régissait les entrées et les responsabilités aux alentours des frontières européennes. Et donc, ces décisions d'asile et de décisions de retour sont tout d'un coup jumelées. On fait le tout en même temps dans un délai resserré de 12 semaines à 12 semaines et qui peut être prolongé de 18 semaines en cas de crise. Donc, ce qui oblige aussi, il y a un nouveau mécanisme, en fait, parce qu'il faut financer tout ça. Et ce qui est établi par ce nouveau pacte, c'est une espèce de solidarité flexible. Donc, en fait, chaque année, les pays européens vont essayer de revoir tout ce qui s'est passé, les entrées, les sorties, les flux, les problématiques. Et à partir de cela, ils vont essayer de réajuster le pacte. Mais en même temps, il y a ce qu'ils ont appelé une pool of solidarity, cette espèce de cagnotte de solidarité. Donc, quand un pays, forcément, refuse, par exemple, refuse d'intégrer ou de relocaliser quelqu'un qui est, par exemple, arrivé dans les côtes italiennes ou les côtes grecques ou encore les côtes espagnoles, de le relocaliser, par exemple, en France, si la France refuse, elle doit payer 20 000 € par personne. Aussi, il y a un minimum par an de 30 000 relocalisations de ce type. Et aussi, la cagnotte va être de l'ordre de 600 millions d'euros. Donc, les 3 options pour les États, donc accueillir, payer ou offrir un soutien opérationnel. Donc, la solidarité devient plutôt un menu où soit vous prenez la personne, soit vous payez, soit vous envoyez du personnel. Oui, et puis déjà, l'expression, l'idiome solidarité flexible parle déjà des choix et des politiques qui sont orientés. On va continuer, Yacine Ben Mortal, de croiser un petit peu les regards sur ce phénomène migratoire nord-sud, mais aussi est-ouest. On va aller aux États-Unis, cette société multiculturelle par excellence qui s'est bâtie par et avec les migrants. Une société donc outre-Atlantique qui mène une politique migratoire aujourd'hui qui est stricte,
avec, vous allez nous l'expliquer, de l'outsourcing qui est complètement assumé, une société de tous les possibles également, puisque dans l'Amérique de Donald Trump, un certain Zohran Mamdani est devenu maire de New York et il s'agit du premier maire musulman dans cette société. Expliquez-nous un petit peu comment ce prodige, j'ai envie de dire, est possible en matière migratoire dans ce modèle anglo-saxon. C'est un cas qui résume très clairement ce paradoxe limite naturel, structurel qui est relié au phénomène migratoire. Mais, enfin, déjà avec l'UE, on a tout ce qu'on vient de voir avec ce durcissement, cette sécurité-là. On pense par exemple à des figures comme Giorgia Meloni, qui a un discours extrêmement dur, mais qui, in fine, durant les 2 dernières années, a essayé de ramener plus ou moins 500 000 travailleurs étrangers. Donc, on n'en veut pas, mais on veut. On n'en a pas besoin, mais en même temps, on en a besoin. Donc, on est dans des paradoxes perpétuels et les États-Unis cristallisent parfaitement, si j'ose dire, ou schématiquement, oui, ces tensions. Donc on a cette dimension de outsourcing qui est très importante, et on va délocaliser des personnes. Et là, très clairement, on peut penser à un des accords phares pour revenir au Royaume-Uni et britannique, ce qu'ils ont appelé le schéma rwandais, où en fait, tous les déboutés d'asile, ou en fait, avant même le débouté d'asile, à l'issue même de la demande se ferait dans un autre pays qualifié comme pays tiers sûr, tel que le Rwanda. Et donc le Royaume-Uni a inspiré d'autres pays. On a eu les États-Unis, comme vous l'avez dit, déjà avec son partenaire frontalier, le Mexique, oui, qui sert de zone tampon. Mais aussi, on l'a vu récemment dans un article très récent du Monde, en septembre 25, où on cite pas moins de 4 pays différents qui auraient accueilli des migrants. Donc le Soudan du Sud, on a l'Eswatini, le Rwanda, le Ghana et l'Ouganda. Donc, ce n'est pas encore confirmé, ce n'est pas encore clairement établi, mais il y a des informations qui disent que des personnes ont été délocalisées. C'est très certainement des personnes qui ont un criminal record, donc un casier judiciaire, donc des personnes à risque et qui peuvent poser danger dans les sociétés qui les accueillent et qui tout simplement sont envoyés vers l'Afrique, dans des pays africains. Et pour rapidement reprendre Mamdani, effectivement, il incarne aussi ce paradoxe et la complexité de ce moment. Et je vais finir par cette réponse par le citer lui-même directement. Durant son discours de victoire, il disait « New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants and as of tonight, led by an immigrant ». Donc là, New York restera une ville d'immigrants, une ville bâtie par les immigrants, portée par des immigrants et à partir de ce soir, dirigée par un immigrant. Une citation effectivement qui illustre à merveille ce prodige ou ce paradoxe. Alors vous avez évoqué tout à l'heure l'Afrique aussi, et l'Afrique qui, il faut le dire, hein, cristallise les débats, les échanges en matière d'immigration, en matière de mobilité, en matière d'asile, d'exil aussi. Alors le continent le plus jeune de la planète fait l'objet d'un récit depuis des années maintenant entre mythe et réalité sur les chiffres véritables de la migration et des flux migratoires aujourd'hui. Quels sont aujourd'hui les enjeux régionaux sur ces chiffres-là et sur l'impact qu'il a aujourd'hui dans la région en 2025 ? Oui, les chiffres, ils sont un élément très important et d'où aussi la création de l'Observatoire africain des migrations de l'Union africaine, mais pas seulement, d'autres institutions aussi ont été créées pour en fait doter l'Union africaine et via l'Union africaine l'Afrique de données mais également de savoir réfléchi et ancré sur les réalités non seulement géographiques, historiques et sociales du continent qui me semble très important. Mais toujours aussi avec des pincettes, comme on dit toujours, comparaison n'est pas raison. Europe-Afrique, on parle complètement de deux choses très différentes. On parle de 27 pays possiblement bientôt redevenu 28, on va le voir avec l'adhésion ou non, face à 54. On a l'Europe géographiquement qui peut s'insérer 3 fois sur le continent africain en termes de superficie. Et on a 3 fois plus de personnes quand même, et comme je l'ai dit, une personne très jeune, des milliers de cultures, des milliers de langues, face à ces pays fortement industrialisés. En Afrique, par exemple, sur les top 30 des pays les plus pauvres, 27 sont africains. Donc, il y a vraiment
une différence à faire quand on essaie de parler des deux. Il ne faut pas du tout les comparer, mais plutôt essayer de les mettre en perspective en termes de schéma civilisationnel. Comment est-ce qu'on, in fine, on essaie de penser ces mobilités, et plus spécifiquement ces migrations qui sont gouvernables, et comment on essaie de le faire. Et l'UA, l'Union africaine, essaie spécifiquement de le faire. On a très clairement des cadres continentaux qui sont établis. Très récemment fut adopté le deuxième plan d'action décennal pour l'agenda 2063, qui est cet agenda prospectif pour le continent, qui va aller de la période 2023 à 2033. Mais pas que, on a des conventions, des politiques, mais également des traités qui sont légalement contraignants, comme le traité, la Convention de Kampala sur les déplacés internes, qui est absolument quelque chose d'unique dans le monde. Juste la semaine dernière, il y a eu ce qu'on appelle le STC, le comité technique spécialisé, donc en termes qui se réunissent au niveau expert et ministériel, et qui en fait sont l'agrégation de tous les États membres qui s'assoient autour de pas une table du coup à 54, mais devant en fait tous ces textes pour les voter, les discuter, les amender. Et la semaine dernière, bon nombre de textes furent discutés, des éléments relatifs par exemple au retour et à la réadmission, choses qui ne sont pas forcément de l'agenda purement africain, mais quand même, l'Afrique doit le penser également ces questions et doit apporter sa perspective sur ces questions-là. La lutte contre la traite et le trafic des migrants, et également comment s'articulerait le pacte mondial de Marrakech au niveau africain et son plan d'action. Donc, le miroir est contre-projet partiel. Donc, l'Afrique vraiment a une source de perspective, un espèce de narrative, une discursivité complètement différente. Mais il y a quand même des tensions et rien n'est parfait. Et il ne faut absolument pas idéaliser tout ça, mais même du côté européen, il ne faut pas idéaliser. Le pacte encore européen doit être harmonisé au niveau des États. Il y a beaucoup de marge de manœuvre et d'appréciation locale auprès de ces États. Il y a une donnée importante aussi que j'aimerais que vous développiez avant que l'on parle de la politique migratoire du Maroc qui est très importante. Ce sont les flux migratoires en lien avec l'Afrique qui sont intra-africains. Eh bien, peut-être parce que je n'en ai pas parlé, parce qu'à force de venir ici, je n'arrête pas de le marteler, mais il me semble... C'est important, c'est très important, je suis complètement d'accord. On ne le dira jamais assez. Rapidement, pour qu'on puisse aborder la... bouge en Afrique. Oui. L'Afrique n'envahit personne, ni qui que ce soit, et n'envahira personne. On voyage d'abord entre espaces sous-régionaux. Bouger, ça coûte cher. Il faut de la connaissance, il faut des réseaux. Et pour ce faire, et comme je l'ai dit, situation économique africaine tout à l'heure, ce n'est pas facile. Et encore une fois, on bouge d'abord dans les espaces sous-régionaux, auprès des pays frontaliers, dans le continent. Très peu migrent à l'extérieur, très peu migrent spécifiquement en Europe, et ils le font dans la majorité des cas de la façon la plus légale possible. C'est des gens instruits et jeunes. Donc le taux d'irrégularité et d'irrégulier là-dedans, il est extrêmement faible par rapport à l'ampleur considérable des mobilités dites légales. Oui, alors c'est très important de le rappeler. Pourquoi ? Parce que justement, il y a souvent des mythes et des réalités sur cette... et ils le resteront parce que c'est un sujet fondamentalement politique et qui touche tout un chacun. D'où l'intérêt de croiser ces regards et de mettre en perspective ces nouvelles politiques nord-sud, sud-nord. Alors dans ce contexte, l'Union africaine a choisi, vous l'avez dit tout à l'heure, vous en avez parlé, le Maroc pour abriter l'Observatoire africain des migrations. Le Maroc, à qui lui a aussi confié le dossier névralgique, on l'aura compris, qui est le dossier des migrations. Vous avez parlé aussi du pacte de Marrakech, c'était en 2018. Quelle est aujourd'hui la politique du Royaume du Maroc qui, de par sa position géographique naturelle, elle est à la croisée des continents. Il est à la croisée des continents. Comment est-il amené à gérer cette mobilité humaine avec le plus de cohérence possible? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui s'imposent à la destinée du Maroc dans ce domaine. Je parle de destinée parce qu'il est au carrefour, à la croisée des chemins. Parfait. Parlons d'où nous sommes, donc du Maroc. Et donc le Maroc, je dirais d'abord africain, avant d'être carrefour euro-africain, il est d'abord africain. Et là, c'est très clairement établi, depuis la Constitution de 2011, le préambule de la Constitution nourrit, juridiquement parlant, mais aussi normativement, cette dynamique en fait
pluriel du Maroc. Pour revenir sur sa stratégie et sur comment on essaie de faire avec les migrations et les mobilités au Maroc, on a depuis 2013 et le rapport du CNDH eu la stratégie nationale d'immigration et d'asile qui a suivi l'année d'après, puis une stratégie sur les Marocains résidant à l'étranger l'année suivante, donc en 2015. Donc on a un package qui essaye, un package politique, donc pas encore juridique, qui essaye de pallier les deux. Donc au moins on a ce qu'on appelle ce luxe de cohérence nationale, où on essaie de penser les mobilités à l'intérieur, mais également nos compatriotes à l'extérieur. Donc cela a conduit à une certaine amélioration partielle d'accès à des droits, à la santé primaire et à la scolarisation de certaines personnes. On se souvient clairement des vagues des campagnes de régularisation de 2014 et 2017, où plus ou moins 50 000 personnes ont été régularisées, certes pour un an, mais régularisées quand même. Mais là, on a quand même des tensions dans le sens où on a été parmi les seuls pays de la région à avoir régularisé, mais quand même, et en même temps, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas encore de procédure de régularisation propre et pérenne. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a une stratégie d'immigration et d'asile, mais on attend encore, malheureusement, ou heureusement, la loi sur l'asile et l'immigration qui est encore au niveau du Parlement. Donc il reste encore beaucoup de choses à faire, mais on avance dans le bon sens. C'est ce qui est important. La pratique peut parfois sembler dure de l'extérieur, mais là je qualifie exclusivement la forme, et peut-être c'est au niveau de la forme qu'il faudrait qu'on avance davantage. Et ici on essaie de prendre un peu plus de hauteur, et pour éventuellement, si je peux me permettre de conclure, ce qui se joue avec Shabana Mahmoud à Londres, ou le pacte de Bruxelles, ou les accords de délocalisation, c'est la bataille pour définir ce qu'est la migration, entre guillemets, comment on essaie de la penser en tant que société, et donc comme gouvernement, comment la gérer au mieux. Donc pour l'instant, c'est logique de peur, c'est les logiques de peur qui gagnent en Europe, mais l'Afrique rappelle aussi qu'on peut parler de mobilité complètement autrement. La question n'est pas d'être pour ou contre la migration, c'est une constante humaine. La question de savoir si on veut la gouverner de manière humaine et cohérente ou continuer à gérer par la peur et par la sous-traitance. Merci pour ce mot de la fin, Yacine Ben Mortar. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce sujet qui nous tient à cœur, ce sujet stratégique pour la région. Je rappelle que vous êtes spécialiste en migration et mobilité et doctorant à l'UIR, l'Université internationale de Rabat. Merci encore pour l'invitation. Merci à vous et merci également à vous tous. C'est la fin d'Alternative. Je vous dis à la semaine prochaine.